On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Saint-Valentin puisqu'il y aura le 15 novembre prochain une élection partielle au siège numéro 2. Mais d'abord, parlons du référendum 20 ans plus tard. Ici, à Saint-Jean et à Iberville, on avait voté pour le oui, alors que le reste du Québec avait voté pour le non. Les souvenirs de l'ex-député de Saint-Jean du Parti québécois, Roger Paquin. Vous l'avez certainement vu au cours des derniers jours dans les différents médias où on célébrait déjà le 20e anniversaire du dernier référendum sur la souveraineté en 1995. C'est un référendum aussi avec un score quand même relativement serré, à peu près 50 000 votes, quelques points de pourcentage uniquement. Pourtant, ici, dans le comté de Saint-Jean, Saint-Jean avait voté pour le oui à 56 % alors que l'ensemble du Québec avait voté non à 50,6 % ou environ. Un de ceux, évidemment, qui était député du Parti québécois à l'époque, évidemment, et qui pilotait les gens du oui ici dans le comté de Saint-Jean, c'est bien sûr Roger Paquin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 20 ans. 20 ans déjà, oui. C'est une longue période. Finalement, on oublie un petit peu ce qui s'est passé, mais c'était très effervescent, c'était très intense, puis très intéressant. Mais il y avait aussi à l'époque un contexte politique, parce que, bon, les conservateurs avaient tenté évidemment, avec l'accord du lac Meech et tout ça, puis on connaît un peu l'histoire. Après ça, l'avènement du Bloc québécois à Ottawa, l'arrivée de Jacques Parizeau. Bref, il y avait un contexte politique qui fait en sorte que, quand on est arrivé au moment du référendum, il y avait, comme vous le dites, une certaine effervescence. Oui, il y avait, en fait, on pourrait dire qu'il y a eu une espèce de pré-sommet qui était 92 avec le référendum de 1992, qui était le référendum fédéral. Ou pour... parce que nous, on trouvait qu'il n'avait pas assez, d'autres trouvaient qu'il n'avait trop, bref, tout le monde a refusé. Ça a créé un climat. Mais c'est l'avènement de M. Parizeau à la tête du Parti québécois qui a canalisé tout ça parce que les gens... c'est lui qui a fait en sorte qu'on aille en référendum, qui a tiré sur la conjoncture. Et elle s'est développée, comme on sait, avec beaucoup de partenaires qui se sont joints au niveau national. On pense à l'ADQ, on pense au Bloc, mais dans le comté de Saint-Jean, il y avait aussi l'ADQ, il y avait l'autre parti qui était là à l'époque, le SDF, il était là aussi. Il y a eu vraiment une solidarité magnifique dans Saint-Jean. Les syndicats étaient là, les agriculteurs, les gens d'affaires, le culturel, l'économique. Il y a eu une belle conjonction qui s'est faite, puis ça explique probablement pourquoi on avait ici gagné le référendum avec un score assez remarquable. Comment ça s'est... Et c'était vrai à Iberville aussi. Hein? À Iberville aussi, là, dans des proportions similaires. Là. Bon. Comment ça s'est vécu le soir même du référendum? Parce que là, on est au terme d'une campagne référendaire. Bon, Lucien Bouchard également a joué un rôle quand même assez important au niveau du leadership durant cette campagne-là. Et on arrive avec le score... Dumont. Et Dumont, et Mario Dumont également, qui était très impliqué. C'est assez magnifique, l'action qu'il a menée. Mais on arrive avec un résultat où on se dit « Hey, bravo, ici à Saint-Jean, à Iberville, on a remporté le oui, mais pas l'ensemble du Québec. » Oui, c'est bien certain que ça a un effet... très important là, c'est triste pour les militants et tout ça, mais il y a aussi la dimension dans votre question, comment les gens voyaient ça ou comment moi je voyais ça. Ce soir-là, lorsque les résultats ont commencé à sortir, la plupart des souverainistes voyaient les scores assez élevés aux Îles-de-la-Madeleine, puis ensuite de ça au Saguenay. Mais bon, moi, de mon côté, j'ai toujours eu mon petit côté de calculateur et tout ça, et de calculette, et j'avais évalué, compte tenu des résultats antérieurs, que si aux Îles-de-la-Madeleine, on avait 59, on était en affaires. Si on avait 58, on n'était pas en affaires. Si on avait 60, là, c'était magnifique. Il y a eu 58,12. Quand ça a sorti, je me souviens que dans le local, les gens étaient euphoriques. Mais moi, je ne l'étais pas parce que c'était juste pas assez. Et puis, le résultat, quand ça a sorti ensuite au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'était vraiment euphorique. Puis là, je me suis dit peut-être qu'il y en aurait eu assez, mais c'est ça. Québec est sorti négatif.
Oui, la Beauce qui s'est vraiment pas comporté comme une capitale, la Beauce, et puis après ça, l'ouest de Montréal et l'Outaouais, qui sont sortis un nom vraiment catégorique. D'ailleurs, Jean-François Lisée a sorti un livre tout récemment sur les 20 ans du référendum, puis il disait la chose suivante. Il dit, dans le fond, M. Parizeau, il dit, n'avait pas à cibler le vote ethnique, parce qu'il dit, on le savait, dans le fond, que si on avait 5 des votes ethniques au Québec, c'était à peu près le gros maximum. Mais il dit, M. Parizeau aurait dû blâmer les Beaucerons ou les gens de la capitale nationale, à Québec, qui n'ont pas voté majoritairement pour le oui. Mais pourquoi blâmer les gens qui ont exprimé ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils ne voulaient pas, selon le cas? Je pense que voici un événement où un peuple vote à 94 %. C'est du jamais vu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était important, que c'était majeur, que c'était une réflexion profonde. Et puis, les gens ont fait une vraie réflexion, c'était sur le vrai sujet. Et puis, c'est ça le résultat qui sort. Pourquoi la capitale nationale du Québec se comporte collectivement pas comme une capitale nationale? Ça, je ne le sais pas. Mais c'est pas moi qui vais blâmer les gens de Québec de faire un choix dans une direction ou dans l'autre. Est-ce que vous vous êtes dit, et si on avait gagné, mais si on avait gagné avec 50,6 %, ça aurait eu l'air de quoi? Bien, moi, je pense qu'au Québec, quand tu gagnes, tu gagnes. Exemple, vous avez fait allusion tantôt à quelqu'un, mais moi, je vous parlerai de John Parisella et de Jean Royer, les deux grands organisateurs en chef qui ont fait des analyses ensemble et en même temps avec M. Dirivage sur le référendum. Quand on voit des gens qui manifestent une aussi grande tolérance et une aussi grande compréhension du point de vue de l'autre sur des enjeux aussi fondamentaux qui sont ceux qui nous représentaient en tête, l'équipe du non, l'équipe du oui, on se dit qu'au Québec, il y a quelque chose de très particulier. Nous avons la fibre démocratique vraiment extraordinaire. Ces gens-là sont capables de se parler. Et là, on a perdu par quelques points. Il n'y a pas eu d'émeutes dans les rues. On aurait gagné par quelques points. Il n'y aurait pas eu d'émeutes dans les rues. On aurait commencé le travail et on aurait eu un ralliement qui serait fait autour de la réalité. Quand on compare le référendum de 80, où, bon, là, les proportions étaient quand même plus élevées, on était dans quoi? Dans du 60-40 à peu près entre le non et le oui. Et on sait que dans les années qui ont suivi, il y a eu le beau risque, le départ de René Lévesque, l'arrivée de Pierre-Marc Johnson, mais pas très longtemps. Après ça, l'arrivée de Jacques Parizeau. Et après ça, on a parlé de Meach, de Charlottetown, l'arrivée du Bloc québécois, bon, etc. Et on a senti qu'au lendemain d'une défaite aussi serrée, M. Parizeau qui démissionne, Lucien Bouchard qui s'en vient à Québec, et là, on dit, oui, là, on va réunir les conditions gagnantes, puis on va retenir un référendum rapidement. Vous étiez député, vous, à ce moment-là. Là. Finalement, il allait jusqu'au départ du PQ en 2003. Il n'y en a pas eu de référendum. Mais non. Puis on est en 2015 et il n'a toujours pas eu de référendum. Effectivement. C'est quoi, rapidement, dans l'histoire d'un peuple? Mais vous, quand vous étiez député dans les années qui ont suivi le référendum... Bien, quand j'étais député dans les années qui ont suivi le référendum, avec le départ de Parizeau et l'arrivée de Bouchard, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu redresser l'avenir du Québec par le fameux déficit zéro et par tous ces enjeux-là. Bon. Alors, ça a demandé un repositionnement, puis ensuite, M. Bouchard a quitté, M. Landry est arrivé, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas eu une conjoncture qui nous permettait vraiment de positionner les choses. Mais il y avait des gens qui, comme moi, étaient pressés d'aller de l'avant, puis qui poussaient dans cette direction-là. Puis il y avait Vous auriez souhaité qu'on tienne un autre référendum rapidement? Moi, ma vision de la chose, c'est pas tellement sur la question de tenir ou pas un référendum. C'est pas ça. C'est un instrument, un magnifique instrument démocratique qui dit à la population, exprimez-vous sur une question de fond. C'est quelque chose de magnifique, l'idée d'un référendum. C'est pas autre chose que l'expression la plus fondamentale de la démocratie sur un enjeu majeur. Donc, je suis en faveur des référendums sur différentes affaires, mais sur la question de la souveraineté, c'est de faire le travail nécessaire de conviction des gens, faire en sorte que les gens puissent mener une réflexion réelle, approfondie sur les vrais enjeux, sur de quelle façon notre peuple, notre nation peut se définir par rapport à son avenir, par rapport à ses enjeux, par rapport à sa réalité, à sa manière d'être.
Et à ce moment-là, on utilise l'instrument. Oui, sauf que pour utiliser pour ça, il faut faire de la promotion. Oui. Mais l'autre affaire aussi, ça prend un gouvernement qui est majoritaire à Québec pour enclencher un processus. Et là, dans le fond, on s'est retrouvés, après 2 mandats du Parti québécois, l'usure du pouvoir. Bon, les libéraux ont pris le pouvoir en 2003. Après ça, oui, il y a eu un gouvernement minoritaire, mais bref, les libéraux ont trôné là pendant plusieurs années, jusqu'au gouvernement minoritaire de Mme Marois, là, qui a duré à peu près, même pas 2 ans, où il y a eu encore là un changement de chef. M. Pellado vient d'arriver, tout ça. Est-ce que vous y croyez encore? Croyez-vous encore qu'une prochaine élection, le Parti québécois va remporter l'élection, va avoir une majorité, va être capable de rallier les forces souverainistes avec même les gens de Québec solidaire, d'Option nationale, Moi, pour je crois pour refaire une autre coalition? Notre question nationale du peuple du Québec, dans sa totalité, dans son accueil de l'ensemble de la population, cette nation-là, son seul équilibre, c'est de se gouverner lui-même. La nation doit se gouverner elle-même. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant que nous procédions. Est-ce que ça sera d'une façon ou d'une autre? Non. La question est de savoir, moi, comme Québécois, qui accueille les anglophones et les autochtones, et moi, le Québécois qui fait du Québec ma patrie, est-ce que j'ai envie, à partir de maintenant, de me gouverner? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que les Québécois sont capables de faire leurs lois par eux-mêmes et de les présenter d'une façon décente à la face du monde? Est-ce que les Québécois sont capables de gérer les finances de l'État et d'avoir un budget qui fasse en sorte que les ressources sont employées dans le meilleur intérêt des citoyens, des gens? Est-ce que les Québécois sont capables de choisir leurs partenaires internationaux dans le meilleur intérêt mutuel des participants? Ma réponse à ça, c'est oui. Et c'est ce que je crois qu'on doit faire comme travail maintenant. On devait le faire avant, on doit le faire encore avec les nouvelles réalités et proposer aux gens l'émancipation nationale. Vous avez fait référence tantôt à John Parizella, qui était d'ailleurs en entrevue à Tout le monde en parle dimanche, pour parler entre autres du référendum. Parizella qui a travaillé avec M. Bourassa, M. Johnson, qui était notamment au camp du non. Mais Parizella disait aussi dimanche que l'avenir du Québec va faire probablement encore partie des enjeux politiques des 50 prochaines années. Autrement dit, qu'il y aura peut-être des hauts et des bas, mais que ça va toujours faire partie du radar politique. Parce que, on le voit, là, au fédéral, les gens viennent d'élire un gouvernement libéral majoritaire avec Justin Trudeau. Ici, au Québec, les gens semblaient déchirés entre le Bloc et le NPD, mais voulaient défaire les conservateurs de Stephen Harper. Entre-temps, on est à quoi? 2 ans d'une élection provinciale? Oui, c'est certain que, vu du point de vue du camp du non, c'est une question qui n'est pas réglée et qu'elle va revenir périodiquement. Et lui dit, au moins sur 50 ans. Et moi qui suis du camp du oui, je dis, est-ce qu'on veut encore s'épivarder dans des questions comme ça pendant 50 ans? Est-ce que le moment n'est pas venu de se regarder en face, de s'appuyer sur ce que nous sommes historiquement et des projets que nous avons comme collectivité, puis de notre façon d'être présent dans l'ensemble du monde, avec les talents qui sont les nôtres, avec les moyens qui sont les nôtres, et de prendre les décisions par nous-mêmes? Moi, je pense qu'effectivement, si on ne se décide pas à choisir de s'assumer complètement comme nation responsable, ça va périodiquement continuer, puis peut-être pas seulement sur 50 ans. Est-ce que le Parti Je ne nous souhaite pas ça, hein? Est-ce que le Parti québécois est encore le bon véhicule ou celui qui est le plus fort pour mener à bien la souveraineté? Autrement dit, est-ce que le Parti québécois a le bon chef? Est-ce que le Parti québécois a les bonnes stratégies? Est-ce que le Parti québécois est encore ce véhicule-là dont la souveraineté a besoin pour voir le jour? Bon, je ne sais pas si à tout moment de notre histoire récente, le Parti québécois a été le véhicule le plus efficace. Probablement que si nous avions été à la hauteur, que la souveraineté aurait pris la forme de l'indépendance. À 50 000 votes près, sur une quinzaine d'années, de 80 à 95, nous avons fait un progrès extraordinaire. Alors, est-ce que c'était dans l'ordre des choses ou pas? Je ne le sais pas. Est-ce que le Parti québécois, à partir de maintenant et pour demain, est le meilleur instrument pour faire la souveraineté? Moi, je n'en vois pas d'autre qui ait
la carrure, la prestance et faites suffisamment de preuves de compétences et de capacité de gérer l'État pour s'y substituer à ce moment-ci. Donc, il faudra qu'on trouve une façon de faire en sorte que l'ensemble des souverainistes qui sont ici et là dans le paysage politique, au moment d'un référendum, se coalisent. Mais pour aller vers un référendum, vous avez indiqué tantôt qu'il faut être au pouvoir. Quel est le parti qui, parmi les partis souverainistes, sont en mesure de prendre le pouvoir? Je pense qu'il y a le Parti québécois, qui est capable de le faire d'une façon très correcte, très décente et très efficace. Et il nous appartiendra de coaliser tous les gens de cœur qui veulent faire en sorte que M. Parisella n'ait pas à souffrir pendant 50 ans de ces rebonds périodiques. En 10 secondes, vous avez sorti une épinglette? Oui, c'est l'épinglette qu'on avait à l'époque du référendum de 95, la belle Marguerite. Roger Paquin, merci beaucoup. Mais c'était un plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de Saint-Valentin. Vous savez, généralement, à cette émission, quand on parle de Saint-Valentin, c'est une fois par année pour le festival de la Saint-Valentin au mois de février. Il est encore plus rare qu'on parle de politique municipale qui concerne Saint-Valentin. Pourtant, il y a une élection qui est prévue le 15 novembre prochain. On reçoit l'une de ses candidates dans le siège numéro 2, Nicole Lucier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi y a-t-il une élection dans un siège qui est le numéro 2 à Saint-Valentin le 15 novembre prochain? Alors, il y a eu des élections partout au Québec municipal il y a 2 ans. Je me suis présentée. Il y a une autre personne qui s'est présentée. Elle a été élue. Je n'ai pas été élue, Mme Bisaillon. Puis là, elle a quitté le village là, dernièrement, je crois, au mois d'août. Et puis, j'en sais pas plus. Donc, elle a quitté. Donc, le siège est vacant. Il ne peut pas rester vacant pendant 2 autres années. Donc, c'est une élection partielle? Oui, c'est ça. Oui. Une élection partielle au siège numéro 2. Oui. Contrairement peut-être aux gens qui habitent ici en ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, quand les gens votent dans une municipalité comme chez vous, c'est tout le monde qui vote. Oui, c'est tout à pas fait. des districts électoraux. Donc, ça veut dire que quand il y a une élection générale chez vous, les gens votent à la fois pour le maire et pour les 6 postes de conseillers. Tout à fait. Donc, les gens ont 7 bulletins de vote ou à peu près. Tout à fait. Bon. Mais c'est rare qu'il y ait beaucoup d'élections parce que les gens sont élus par acclamation. Souvent, c'est ça. Il y a des élections Ouais. par acclamation. Ouais. Mais là, en même temps, ce que je comprends, c'est que dans le cadre de cette élection, suite à la démission de Madame, dont vous avez fait mention, il y a aussi, vous n'êtes pas seul en liste, là, vous avez aussi des adversaires. Jamais vu. Mais expliquez-moi pourquoi, si effectivement, bonhomme Alain, il y a souvent des élections par acclamation, comment se fait-il que là, il y a une partielle au siège numéro 2, puis que vous êtes 3 candidats? Écoutez, c'est du jamais vu. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous, il y a 2 ans, effectivement, vous aviez de l'intérêt pour le poste, vous avez été battu à l'époque par Madame, mais qu'est-ce qui fait, dans le fond, votre intérêt pour la politique municipale à Saint-Valentin, ça vient d'où, ça? Bien, c'est tout à fait nouveau. Bon, je me suis beaucoup impliquée dans mon village depuis que je suis là. Moi, ma famille, ça fait 19 ans qu'on habite à Saint-Valentin. Et puis, vous avez vu tantôt mon dépliant. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans tous les organismes communautaires. Puis là, il y a eu une élection, justement, quelqu'un quittait, M. Joaquin Rodriguez, c'était la chaise numéro 2. Je dis, tiens, pourquoi pas, ça m'a tenté. Puis je me suis laissée aller là-dedans. J'ai fait des choses que les gens n'avaient jamais faites. J'ai créé un dépliant qui me représentait. Je l'ai montré à tous les citoyens. Je l'ai envoyé à tous les citoyens. Puis j'ai fait mon porte-à-porte. Puis c'est ça, l'intérêt est venu comme ça, finalement. Bon. Vos adversaires sont Mélanie Hébert et Jean-Charles Surprenant. Oui.
Donc là, vous êtes 3 pour le poste du siège numéro 2, élection le 15 novembre, quoi qu'il y a une élection par anticipation là, qui se fait toujours une semaine avant. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'intention donc de solliciter à nouveau l'électorat cette fois-ci là, pour la partielle? Bien, j'ai aimé ça. J'ai aimé faire le porte-à-porte. Il y a beaucoup de... C'est très... Il y a beaucoup de plaisir en faisant ça. On rencontre les gens, puis on reçoit beaucoup d'amour universel. Puis j'ai quand même eu beaucoup de votes la dernière fois. Fait que je pense que là, j'aurai une chance de rentrer. Bon. Il y a combien de citoyens à Saint-Valentin? Écoutez, c'est pas 500, c'est peut-être 498, c'est autour de 500. Donc près de 500 citoyens. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui vote, là. On parle de quoi, 350? Oui, c'est à peu près 363, je crois, là, de mémoire. Inscrits sur la liste Oui. électorale. Donc, vous pouvez presque tous les connaître par cœur ou presque. Là. Presque, oui, parce que tout le Ça monde, va on assez se vite, connaît, là. c'est ça, puis ça fait quand même un bout de temps. Bon. C'est quoi les enjeux dans une municipalité comme Saint-Valentin? Comme je le disais en introduction, nous, quand on en parle ici, c'est une fois par année, c'est le festival au mois de février. Mais c'est quoi les enjeux à Saint-Valentin? Bien, écoutez, c'est comme toute municipalité, les routes, les fossés. Là, moi, j'aimerais ça qu'on ait Internet, qu'on ait la fibre optique. Je sais qu'à Saint-Jacques-le-Mineur, c'est rentré et ça n'a pas rien coûté à la municipalité. Bien, c'était via des subventions gouvernementales. Donc, si je suis élue, c'est sûr que j'aimerais savoir là, comment faire pour faire rentrer ça dans notre village parce que Internet, c'est très... Il y a des endroits à Saint-Valentin où ça va bien, mais il y a d'autres endroits chez moi, dans le village, là, on appelle, dans le centre-ville du village. C'est ça. Ça coupe tout le temps. Il y a des longs moments où ça va bien, mais il y a des longs moments aussi, c'est très... c'est défaillant. Parce que nous, ici, évidemment, en milieu urbain, bon, il y a Vidéotron, il y a d'autres compétiteurs, il y a d'autres fournisseurs. Mais quand on arrive en milieu rural, comme à Saint-Valentin, vous recevez l'Internet, disons, d'un système qui n'est peut-être pas similaire à la fibre optique que nous, on a ici en ville. C'est ça. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Moi, mon serveur, bien, c'était Net Communication, puis c'est un jeune homme qui a racheté Net Communication, M. Charles-Étienne Crevier. Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, hein, de toute façon. Puis c'est ça. Donc, je pense que la fibre optique ou haute vitesse, bien, ça serait très intéressant qu'on ait ça. On n'est pas si loin, on est à 20 minutes de Saint-Jean quand même, là. Bon. Outre, bon, effectivement, je peux comprendre que c'est un enjeu majeur, les connexions Internet dans un village comme le vôtre. Vous avez parlé, bon, des mêmes trucs, là, les routes et tout ça, probablement les infrastructures, les services à la population. En même temps, quel est le contexte politique à Saint-Valentin? Parce qu'on sait parfois, il y a des endroits où c'est plutôt calme. Est-ce que chez vous, c'est un peu agité? Est-ce que les gens sont toujours d'accord ou est-ce qu'il y a des gens écoutez, qui... On a vécu des déchirements, là. Ouais. Il y a eu l'histoire des éoliennes. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier-là. Ça fait 3 ou 4 ans. Bon, il y a une compagnie qui voulait... Une compagnie qui est dans l'Ouest canadien qui voulait venir installer des éoliennes. Non, ça a brassé pas mal, là. Ce dossier-là, ça a déchiré des gens parce que on a fait venir le BAP, le Bureau d'audience publique, et puis le Bureau d'audience publique nous a donné raison et a dit que ça n'avait pas de bon sens d'avoir des éoliennes chez nous, chez les meilleures terres agricoles. Est-ce qu'il y a encore un risque que ça revienne ou est-ce que vraiment... Oui, là, c'est rendu à Saint-Cyprien. Il y a eu un autre BAP à Saint-Cyprien de Napierville. Ça change de municipalité, mais c'est à 4 km là, de... C'est pas très loin, là. C'est pas très loin, là, c'est ça. Fait que non, on se bat pour ça, là. La majorité des citoyens s'étaient manifestés contre à Saint-Valentin, mais il y avait quand même... Ouais. Quand je parle de contexte politique, exemple, il y a 2 ans, à l'élection générale, est-ce que le maire avait eu une équipe ou est-ce que tout le monde était indépendant? Bien, il y a 2 ans, il y avait juste le siège numéro 2 qui était vacant. Fait que donc... Tous les autres ont été réélus par acclamation. Oui. Mais est-ce que le maire a eu une équipe? Pas vraiment? Bien, l'équipe en place, là, je veux dire, c'est les gens qui sont là. OK, mais il n'y a pas d'équipe partisane, si on veut. Non. Pas nécessairement. Bon. Est-ce que, dans le cas de l'élection partielle du 15 novembre, est-ce que le maire appuie l'un des 3 candidats? Bien, non, je crois pas. Je crois non? pas. OK. Donc, c'est important de le savoir quand même parce que ça peut avoir un impact. Bon. Parlez-nous de vous un peu. Vous habitez à Saint-Valentin depuis combien de temps? 19 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce village-là et pourquoi habitez-vous Saint-Valentin? Ah, c'est beau, c'est très beau. C'est un beau village, on se connaît, tout le monde se connaît. Écoutez, samedi, je reviens de faire l'épicerie, j'arrive chez nous, puis là, il y a un cheval qui passe sur la 4e ligne. Je fais mon jogging, il y a des chevaux partout, il y a beaucoup de vaches. Bien, les vaches sont plus retirées dans les terres, mais
c'est beau, c'est calme. Les oies blanches passaient tantôt. C'est la grosse nature. Ouais. Puis je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. D'habiter à Saint-Valentin, moi, je viens à Saint-Jean régulièrement, très, très régulièrement, mais Saint-Valentin, c'est vraiment beau. On est à la campagne, puis on a le meilleur des deux mondes. Et pas très loin de la ville. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis responsable de service de garde en milieu familial, donc je garde des enfants à la maison. J'ai un milieu subventionné, vous savez, les places à 7,30 $ par jour avec le gouvernement. Bon. En même temps, vous avez aussi, sur le plan académique, fait des études en sciences humaines, en sciences pures, en sexologie, en criminologie, en génie géologique. C'est un drôle de parcours. Oui. Ouais, tout le monde est étonné, moi-même. C'est la vie qui m'a emmenée là. Bon, j'ai fait mon DEC en sciences humaines, mais il n'est pas décrit comme je l'ai fait. J'ai fait un premier DEC, un cheminement normal, le bac en sexo. Après le bac, je voulais aller à la maîtrise, mais la maîtrise en sexologie nous demande 1000 heures de relations d'aide, puis ça ne me tentait pas. La maîtrise en criminologie était très intéressante, mais bon, j'ai fait une année de maîtrise préparatoire. Je n'ai pas eu de diplôme pour ça, là, parce que c'est une année préparatoire. Là, après ça, j'ai erré un peu, puis là, je voulais toucher au domaine de la santé. Donc, j'ai fait mon DEC en sciences pures, puis j'ai appliqué en médecine. Je n'ai pas été acceptée. Fait que je suis allée à Polytechnique, mais c'est pas à Polytechnique qu'on va augmenter une cote Z pour rentrer en médecine. Puis bon, là, j'étais rendue à 30 ans. Fait que... Mais j'ai tout gardé. Okay. J'ai tout gardé, puis... Ça se peut. Je veux faire une maîtrise, c'est un objectif de vie, c'est sûr. Et en termes de bénévolat, donc vous vous êtes occupé pendant longtemps de la biblio municipale, oui. à peu près une dizaine d'années, oui. catéchèse, les optimistes, oui. Sur le CA, évidemment, du Festival de la Saint-Valentin. Bref, donc ça, c'était votre implication. Oui, bien, j'ai même pas tout mis parce que la chorale, jouer du violon à l'église, faire des desserts pour les soupers communautaires, tu sais, je suis partout, j'aime ça, j'aime mon village, puis... Et là, les gens sont conviés à aller voter. Donc, le 15 novembre, une élection partielle au siège numéro 2 avec 3 candidats, dont Mme Lucier ici présente. Donc, c'est quand même rare qu'il y ait autant d'engouement pour une élection partielle dans un village comme le vôtre. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Compo au Richelieu a maintenant des ententes avec, entre autres, je pense, le Centre de partage et le Centre d'action bénévole d'Iberville pour des dons de vêtements dans les écocentres, autant à Iberville que sur la rue Godette, là, dans le secteur Saint-Jean-Saint-Luc. Donc ça peut être super intéressant. Donc, si vous allez porter des vêtements, vous pouvez le faire maintenant dans les écocentres. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, vous dire qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, on a le bingo, le télé-bingo, avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, et à 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.